Salut à tous et bienvenue dans 100% Jeunesse, émission qui donne la parole à la jeunesse. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de ce 15e numéro. Focus dans cette émission sur l'agriculture chez les jeunes. La filière les intéresse-t-il encore? Si oui, comment s'installer dans son exploitation? Toutes les réponses avec Albéric Laurin, responsable lait chez Jeunes Agriculteurs de Moselle et producteur de fromage. Notre parcours de vie, lui, nous emmènera à la rencontre de Rémi, agriculteur de 24 ans. Il reprend l'exploitation familiale et pour rien au monde, il changerait de décision. On vous parlera également de la revue Court-Circuit qui met à l'honneur dans son 4e tome la jeunesse dans tous ses états. Des portraits, des rencontres ou encore des immersions. Les 148 pages du numéro nous seront présentées par son directeur de la publication Sylvain Villaume et Maxence Dupéret, l'auteur du reportage dessiné sur le service militaire. Et puis en fin d'émission, rencontre avec un jeune artiste, Matteo Giambatti. Il sort son single sur son homosexualité. Il nous racontera l'histoire Rainbow Flag. Voilà en tout cas pour le sommaire, 100% jeunesse, ça commence tout de suite, let's go. Le Salon international de l'agriculture s'est clôturé dimanche dans un contexte de guerre en Ukraine qui risque d'avoir des répercussions sur le modèle agricole français. Alors la question que nous nous posons, c'est l'agriculture a-t-elle la cote chez les jeunes? On voit ça dans notre micro-trottoir et on en reparle juste après avec notre invité. Le métier d'agriculteur est un beau métier. On a besoin de fils d'agriculteurs, mais aussi de personnes qui ne sont pas issues du milieu. Donc il faut dire aux jeunes demain, oui, il y a du boulot. Et il y a du boulot dans nos fermes, et venez dans nos fermes. On a des outils maintenant qui permettent à des jeunes qui veulent s'installer hors cadre familial, tels que les GFA, qui permettent d'acquérir du foncier et du coup de s'installer. De toute façon, agriculteur, c'est un métier de passion, c'est un métier qui vous prend aux tripes. Et si vous n'êtes pas passionné, c'est pas la peine de se lancer dans l'aventure. Et il n'a pas si tort, on ne choisit pas ce métier par dépit, il faut avant tout être passionné pour être agriculteur, Albéric. Oui, en effet, c'est un métier de passion, un métier d'engagement. Aujourd'hui, on est agriculteur parce que voilà, c'est un mode de vie, c'est plus qu'un métier. Moi, je passe 70 heures par semaine au travail, donc il faut aimer ce qu'on fait si on veut être agriculteur. Oui. Alors toi, justement, tu as repris la ferme familiale, c'était aussi par passion, ce choix? Eh ben, je suis né là-dedans. Quand j'étais tout petit, j'avais ma petite cotte, ma petite combinaison de paysan avec des petites bottes, et puis j'allais jouer avec papa dans les vaches. Donc forcément, les années passant, puis en grandissant et en s'intéressant de plus en plus au métier, on finit par plus vouloir le quitter, oui. Et lui aussi, il est passionné, il s'appelle Rémi, il est un peu comme toi finalement, il est passionné par l'agriculture. Il a justement repris la ferme familiale et on en parle tout de suite dans notre parcours de vie. À 24 ans, Rémi s'occupe d'une exploitation de vaches laitières à Campfen, près de la frontière luxembourgeoise. Alors, le temps d'une journée, il nous a ouvert les portes de la ferme familiale. Le contact qu'il a avec ses animaux passe avant tout. Et vous allez le voir qu'il n'arrêtera pour rien au monde son métier d'agriculteur. Sur l'exploitation agricole de la famille Kayser, il faut quotidiennement s'occuper de 180 vaches laitières. Ici, on devient agriculteur de père en fils. Alors pour Rémi, c'était une évidence. C'était ça ou rien, quoi. Mon père m'a dit, si tu veux travailler à l'école, tu auras le droit de reprendre la ferme. J'ai travaillé à l'école, j'ai repris ma ferme. C'était mon rêve depuis tout petit. Un rêve d'enfant exaucé. Très soucieux du bien-être de ses bêtes, chaque matin Rémi nettoie les logettes de ses vaches, endroit où elles se reposent et dorment. Mais ça aussi, c'est un signe de bien-être. Tu rentres dans le bâtiment, ça mange. Tu regardes les vaches qui sont couchées, ça rumine. Quand il se retrouve en compagnie de ses vaches, il se sent apaisé. Moi, ça me détend en tout cas. Surtout quand ils sont très calmes en ce moment, comme aujourd'hui, là ils sont calmes, c'est très gentil. Bon, il y a des peureuses comme chez tout le monde, mais là, on a un troupeau très calme. À la ferme, c'est bien connu, on doit savoir tout faire. Ce matin, une vache se plaint d'une douleur à la patte arrière gauche. Rémi va donc devoir la soigner et la soulager. Donc on va soulever, tailler l'onglon comme les ongles pour les humains et regarder d'où est le problème. C'est important de prendre soin de ces animaux? C'est notre production, donc si on n'en prend pas soin, on n'a pas de production. Donc au final, on en prend soin comme nous. Nous, dès qu'on a un problème, on va soigner. Une vache, c'est pareil, il faut la soigner dès qu'on a un problème. La technique est impressionnante, mais indolore pour l'animal. Voilà. C'est bon, on va rebaisser, on va la soulager. Savoir prendre soin de ses animaux, c'est aussi les missions d'un agriculteur. Doucement, fille, on y va. Allez, c'est bon, c'est fini. Faut aller au casse-croûte.
Allez, va. Du haut de ses 25 ans, Rémi en est bien conscient, la profession n'est pas facile. Pour autant, il ne perd pas son sourire et sa joie de vivre. Je le garde aujourd'hui, mais il y a des jours où c'est pas toujours rose, quoi. Mais on le garde quand même au final, parce que le métier, on l'aime, mais on passe outre les problèmes. On essaye d'avancer toujours. À bord de son tracteur, il traverse le village pour rejoindre un troupeau de vaches. Il n'y a personne pour t'embêter. Tu es tout seul dans ta cabine, tu es tranquille. C'est reposant aussi. Yeah, fille, yeah. Fille, yeah. Arrivé dans le pré, Rémi était attendu. C'est ça le plaisir de notre milieu, c'est d'avoir ce contact. C'est comme un chien, un animal de compagnie, on aime bien quand il vient vers toi, bah là c'est la même chose, quand il vient vers toi, c'est une certification, c'est ton travail, quoi. Donc tu as le plaisir qu'il vienne vers toi, là, qu'il te fasse des bisous, des câlins. Un lien privilégié que Rémi a su nouer avec ses vaches, une des raisons pour lesquelles il ne regrette pas de s'être installé. Et puis travailler dans un cadre comme celui-ci, c'est magnifique. Être enfermé dans un bureau, ça serait pas, voilà, c'est pas mon truc. Chacun son métier après. Voilà, faut faire le métier qu'on aime. L'année passée en Moselle, ils ont été 45 agriculteurs de moins de 40 ans à s'installer dans une exploitation agricole. Et être agriculteur, c'est avant tout un métier d'engagement, non? Pour quelle raison? Eh ben, c'est un métier d'engagement parce que les tâches à effectuer sur une exploitation agricole, elles sont très nombreuses. Et les animaux, ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Donc il faut vraiment être là pour eux et c'est ça qui prend vraiment le plus de temps, en effet. Alors il y a un chiffre, c'est 45%. Alors c'est le pourcentage d'agriculteurs qui auront arrêté leur activité en 2026, ce qui représente quand même 2/3 des agriculteurs et 1/4 de la surface agricole utile. Vous êtes, j'imagine, en quête de jeunes, justement, de jeunes futurs agriculteurs qui vont pouvoir s'installer? Eh bien, en effet, en Moselle, cette année, il y a à peu près 120 personnes qui sont parties en retraite. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a seulement 45 qui ont été remplacés. Donc si on veut continuer à avoir une agriculture locale qui est dynamique, il faut absolument qu'il y ait des jeunes qui veulent s'installer en agriculture et qui nous rejoignent. Alors on a beaucoup l'image, alors, je ne sais pas si c'est votre cas en plateau, mais en tout cas c'est le mien, on a surtout l'image de l'agriculture à l'époque de nos grands-parents, mais l'agriculture d'aujourd'hui ça a largement bien évolué, l'ère du numérique est arrivée. Est-ce que c'est comme ça que vous pensez justement convaincre des jeunes de pouvoir s'installer justement dans les exploitations? Eh bien, moi je dirais qu'aujourd'hui notre métier il est pluriel, c'est un métier qui est passionnant puisqu'on travaille avec du vivant, mais moi dans la même journée je suis avant tout chef d'entreprise, être agriculteur c'est être chef d'entreprise, faut pas l'oublier, mais le matin je peux très bien m'occuper des animaux, puis ensuite réparer une machine qui est tombée en panne dans la journée, puis faire le plombier parce qu'on a eu un problème sur un abreuvoir, ensuite à midi être vétérinaire parce qu'il y a une vache qui met bas, qui accouche. Et l'après-midi, aller défendre mon métier sur un plateau télé, par exemple, ou aller chercher des clients pour leur vendre du fromage, comme je le fais actuellement. Donc on a vraiment un métier qui est varié, dans un cadre qui est quand même fabuleux. On travaille en pleine nature, on est souvent dehors, on est avec du vivant, donc c'est très intéressant comme métier. Et je pense que dans le monde dans lequel on évolue actuellement, avoir un cadre de vie pour fonder une famille telle qu'une ferme, je pense que c'est vraiment idéal pour élever des enfants demain. Et c'est un des arguments à prendre en compte dans la balance pour les gens qui désirent nous rejoindre en agriculture. Alors, t'en es un petit peu le mauvais exemple, mais 60% des agriculteurs justement qui sont installés ne sont pas issus du monde agricole. C'est possible aujourd'hui de devenir agriculteur sans être fils d'agriculteur? Bien entendu, parce que d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis dans le syndicat jeunes agriculteurs qui sont installés hors cadre familial, donc qui n'ont pas repris d'exploitation à la suite de leurs parents. Il y a des dispositifs qui existent en France et en Moselle pour aider les jeunes à s'installer et à reprendre des entreprises ou à créer de nouvelles entreprises dans l'agriculture, qui soient issues du milieu agricole ou non, et je pense qu'il faut s'en saisir. Alors justement, quels sont ces dispositifs qui vont permettre aux jeunes de pouvoir se lancer ? Alors déjà, au niveau national, il y a ce qu'on appelle le répertoire à l'installation. Donc c'est une plateforme numérique qui permet de recenser toutes les fermes qui sont à vendre en France. Donc là, ça permet déjà d'avoir une première approche. Et c'est un petit catalogue voilà, c'est un petit catalogue des fermes, c'est la redoute des fermes. Et ensuite, en Moselle, donc, on a un organisme qui s'appelle le PAI, qui est le point accueil installation, qui est géré par les jeunes agriculteurs. Et donc c'est un organisme qui va accompagner les porteurs de projets, les jeunes qui veulent s'installer en agriculture, à monter leur projet, à faire les démarches et à s'installer en tant qu'agriculteur. Et justement, pour connaître et pour prendre contact avec la PAI de Moselle et
et pourquoi pas vous installer, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site demainjeserai-paysan.fr, qui est une association justement qui va vous donner plein d'informations sur votre potentiel futur métier, et vous y trouverez également toutes les informations sur PAI de Moselle. On ne peut pas finalement occulter l'actualité du moment, notamment la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes inquiet pour les prochains mois dans l'agriculture en tant que jeune agriculteur? Eh bien oui, tout à fait, puisque aujourd'hui on voit quand même que la guerre a un impact fort sur les cours des produits alimentaires ainsi que sur les cours de l'énergie. Et c'est une réelle inquiétude. Pas plus tard qu'hier, j'ai commandé du GNR, du gasoil pour les tracteurs. Et les prix sont en forte augmentation. On a des problèmes de disponibilité dans les engrais. Et on a peur que les prix de vente de nos produits n'arrivent pas à couvrir les charges qui sont en train d'augmenter. Donc voilà, c'est une vraie période d'inquiétude et on espère le soutien des pouvoirs publics et que la crise va se résoudre dans les meilleures conditions possibles. Et puis il y a les élections présidentielles aussi qui arrivent à grands pas dans tout juste un mois. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du futur locataire de l'Élysée en matière agricole, dans le modèle agricole français? J'espère que le futur locataire de l'Élysée pourra relever le défi du renouvellement des générations d'agriculture. On a besoin d'agriculteurs qui soient nombreux sur le territoire. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont les gardiens de l'environnement et de l'alimentation des Français. C'est un réel enjeu important de nourrir les Français, d'avoir une vraie souveraineté alimentaire, de leur proposer des produits de qualité. Et donc, charge à lui de défendre l'agriculture et de mettre en place des dispositifs qui donnent envie à des jeunes de s'installer et qui permettent de maintenir les exploitations qui sont déjà sur le territoire vivantes et viables. Eh ben, merci bien en tout cas Albéric d'être venu sur ce plateau nous présenter les jeunes agriculteurs et notamment les moyens d'installation. Et avant finalement que les politiques s'intéressent justement aux missions et surtout à comment mettre en place des politiques pour peut-être, pourquoi pas, recruter des jeunes. Vous le faites si bien avec les jeunes agriculteurs. Donc, merci infiniment. Alors, dans le tome 4 de la revue Court-Circuit dont on va parler maintenant, est-ce qu'on s'intéresse à des jeunes agriculteurs? Oui, dans un des sujets, il y a effectivement un petit coup de projecteur sur une famille d'agriculteurs, puisqu'il y a un récit sur les enfants qui viennent rejoindre l'entreprise parentale. Donc, il y a des avocats, des entrepreneurs, des artisans, et il y a une famille d'éleveurs à Thon, entre Metz et Pont-à-Mousson, la famille Schmitt. Voilà encore un bon exemple finalement de transmission de génération en génération. Une première question peut-être pour commencer. Pourquoi avoir choisi comme thème de ce quatrième tome la jeunesse? Dès l'instant où l'ambition de Court-Circuit est de dresser un portrait contemporain de Metz, de la région et des habitants, le thème de la jeunesse tombe un peu sous le sens. Et puis, on aime bien aller un peu au-delà des raccourcis ou des clichés de l'époque. Et on dit plein de choses sur la jeunesse. On a voulu aller vérifier ça, pas seulement sur la jeunesse d'aujourd'hui d'ailleurs, mais sur les jeunesses d'hier. Ce qui donne un numéro très, très, très varié, très, très touffu, sur un thème qui est finalement beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Une revue dont on voit sa première de couverture à l'antenne. Il est également beaucoup question d'engagement. Il semblerait que les jeunes portent un atout très, très, très développé pour l'engagement. Toujours dans l'idée d'aller au-delà des clichés, on a un peu l'image de génération, des générations Y, Z, qui seraient un peu renfermées sur elles-mêmes, sur leur téléphone portable, sur leurs jeux vidéo. Et puis par ailleurs, il y a aussi la réalité des chiffres. J'avais été frappé par le taux d'abstention chez les 18-24 ans aux dernières élections régionales, qui s'élevait quand même à 87%. Donc est-ce que ça veut dire que les jeunes sont indifférents au monde qui les entoure? Finalement, en fait, sans doute pas, puisqu'on a trouvé des tas de jeunes qui s'engagent autrement, qui ont un vrai engagement civique et citoyen à travers des engagements dans des associations caritatives classiques ou bien pour le climat, en faveur de l'égalité, de l'éducation, etc. Donc ils vont vers les autres, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors évidemment pas tous, mais ça existe. Maxence, toi aussi, tu t'es engagé pour cette revue Court-Circuit. Tu es notamment l'auteur d'un reportage dessiné. Tu es allé sur le terrain en mission, notamment pour le service militaire qui a fait son retour. Comment ça s'est passé finalement, ce reportage dessiné, cette immersion? C'était très intéressant parce que du coup, j'ai découvert ce monde militaire et cette nouvelle opportunité
qui est apparu en 2015, donc le service militaire volontaire à Montigny-les-Metz. Et moi, c'est un monde qui m'était totalement inconnu, ne serait-ce que rien que les protocoles, les noms de grade, tout ça que j'ai dû découvrir sur le tas. J'ai été accompagné pour ces immersions d'un journaliste, donc Charles Michel, que je remercie encore pour son travail avec moi. Et ça a été du coup une exploration que j'ai essayé de retranscrire dans la BD, j'espère au mieux. Combien de temps elle a duré cette immersion ? On y a passé en tout, je pense, plusieurs journées qui se sont étalées sur un mois et demi, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, qu'on a un peu éparpillé pour rencontrer différents acteurs différents aussi volontaires, ainsi que des événements qui étaient marquants pour eux dans ce service. Et après... Comment on s'y prend justement pour retranscrire 5-6 jours, peut-être 1 semaine d'immersion en 16 pages, en 16 dessins? Comment on s'y prend? C'est quoi la technique que tu as pu utiliser? Justement, c'était de se balader avec son petit carnet, de prendre des notes, de croquer les gens, ce qui les entoure, de aussi réussir à prendre note de tout ce qu'ils racontent. Et après, ça a été le plus gros travail où j'ai été accompagné dans l'écriture, où j'ai dû construire un récit avec toutes ces informations, mais du coup aussi les trier pour aussi savoir ce que je veux exprimer dans ce récit. Et ensuite s'enfermer chez soi et passer énormément de temps à dessiner toutes ces pages durant de longues semaines. Sujet dense et complet, non, quand même, pour une première? Ouais. Désolé. C'est un sujet qu'on m'a conseillé et que je suis très content d'avoir accepté et que je suis très content d'avoir réussi à faire comme je l'entendais. Donc une très belle découverte. Alors on a des sujets, on a des portraits de jeunes formidables, on a également des talents de jeunes, des jeunes talents qui ont participé à cette revue, non? On peut le dire. Il y a une douzaine de récits, ce qui implique une vingtaine de contributeurs, que ce soit pour l'écriture, la photographie, le dessin, le graphisme, etc., etc. Et effectivement, là par rapport au numéro précédent, il y a 50% de renouvellement, ce qui est quand même assez remarquable. Et parmi eux, il y a, je crois, ils sont 4 à avoir moins de 25 ans. C'était important de le souligner. Souvent les médias parlent des jeunes sans forcément faire appel à des jeunes eux-mêmes, quoi. Et donc je tenais un peu à ça. Après c'est pas du jeunisme. Il y a tous ceux qui écrivent dans ce numéro-là ont été jeunes à un moment ou à un autre. Moi-même je l'ai été, même si aujourd'hui je plombe la moyenne d'âge de ce plateau. Donc effectivement, et parmi les jeunes, il y a, à l'image de Maxence, mais il y en a d'autres, on fait travailler des étudiants de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine, anciennement les Beaux-Arts, avec qui on a une convention de partenariat, ce qui leur permet à eux de travailler pour de vrai, d'avoir une publication, et puis à nous d'avoir une collaboration assez féconde. C'est très intéressant, je pense, j'imagine, pour les étudiants aussi. C'est gratifiant, non, d'avoir été publié pour la toute première fois, en plus, en tant qu'étudiant et peut-être en tant que grand futur dessinateur de bande dessinée. En tout cas, c'est ton souhait? Totalement, et je suis très content que cette première expérience soit dans la revue Court Circuit, en plus, qui est quand même un très bel objet éditorial et artistique. Oui, oui. On peut le dire aussi, cette maquette, c'est pas une maquette ordinaire. On voit pas souvent ce genre d'atmosphère dans une revue. Quand on connaît la situation de la presse papier qui est pas forcément florissante et qu'on se lance dans cette aventure-là, il faut forcément essayer de se distinguer de ce qui existe. D'où notamment l'absence de publicité, mais qui a aussi des raisons plus profondes et éditoriales. Mais le recours à l'illustration artistique pour étayer, illustrer des récits de la réalité, je trouve que c'est un contre-pied assez sympa, que ça marche bien. Par ailleurs, pour nous, c'est un super défi. Et je pense que ça peut sans doute étonner à chaque fois le lecteur. C'est parfois peut-être ce qui manque dans la presse classique, c'est d'être étonné quand on ouvre un journal ou un magazine ou une revue, d'être étonné de ce qu'on y trouve. Et je pense que l'illustration aide à cet étonnement, à susciter cet étonnement. Et on vous le confirme, vous allez être étonné quand vous allez feuilleter cette revue Court Circuit. La revue Court Circuit que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies. Et parce que je sais que le 5e tome est en préparation, est-ce qu'on peut avoir une petite insight de quelle thématique on va traiter pour ce 5e numéro?
pourrait faire 358 pages cette fois. C'est déjà bien, 148. Oui, 148 c'est beaucoup, mais on va rentrer un peu au chausse-pied parce qu'on a choisi la musique et en fait c'est donc un sujet d'une richesse, comme la jeunesse, vous allez me dire, mais voilà, ce sera sur la musique sous des tas de formes, façon court-circuit, des tas de genres narratifs différents et des sujets qu'on va essayer de proposer qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis en plus, la musique, ça va nous permettre de faire la transition avec le sujet qui va venir. C'était fait pour, c'est uniquement la raison pour laquelle ce thème a été choisi. Merci Sylvain et merci Maxence d'être venu nous présenter justement la revue Court-Circuit qu'on retrouve, je le rappelle, dans toutes les bonnes librairies un peu partout dans Metz. Et la liste des points de vente complète est sur le site de la revue, revuecourtcircuit.fr. Il y a une vingtaine de points de vente en plus des libraires et on peut aussi commander en ligne. Eh bien très bien, le message est passé, donc plus aucune raison de ne pas avoir chez soi la revue Court-Circuit. Transition, donc tout trouvé, je vous en remercie pour cette transition avec toi Mathéo. La musique, c'est depuis ton plus jeune âge, tu y baignes depuis toujours finalement. Ouais, exactement. En fait, mon papa avait commencé la musique... Il y a longtemps, il est né en 56, et il avait commencé avec l'accordéon. Donc à l'époque, c'était un peu compliqué. Il avait dû aller au tribunal pour quelques problèmes pour payer son accordéon, mais il n'a jamais lâché. Dans les années 80 jusqu'au, je dirais, début des années 2000, il avait un orchestre à lui qui s'appelait Freddy Marshall et Bebop de Ville, qui faisait des tournées un peu dans la Lorraine et aussi un peu dans la Belgique et dans le Luxembourg. Et puis ensuite, quand mes grands frères, moi et ma petite sœur, on est nés, on a commencé à aussi baigner beaucoup là-dedans et voilà. T'aimes surtout les choses, un petit peu les choses grandioses, les effets hollywoodiens et malheureusement ça n'a pas toujours plu. Oui, c'est vrai. Depuis que je suis rentré au collège, j'ai commencé à participer beaucoup au spectacle de fin d'année. Et ouais, c'est vrai que les gens, ils accrochaient pas trop. Moi, j'adorais, je m'éclatais, mes amis adoraient aussi. Mais il y avait beaucoup de gens. Je me suis parfois retrouvé à recevoir des doigts d'honneur pendant que j'étais en train de chanter ou des choses comme ça, de personnes qui adhéraient pas à certaines choses de ma personne, ce qui est un peu triste. Mais j'ai jamais lâché non plus et j'ai toujours voulu continuer à être qui j'étais finalement. Un beau message de ne jamais laisser laisser les bras tomber et toujours se motiver à aller de l'avant. C'était un point de vulnérabilité finalement qui t'a un petit peu motivé à écrire tes musiques et à composer. C'est ça. Il y avait eu cette fois, c'était une soirée janvier-février 2020, donc même avant le Covid, où en fait je m'étais pris une vague d'insultes dans mon groupe de classe et je me suis dit... c'était un peu la première fois où j'avais vraiment ressenti et intégré les insultes des autres, et la première fois où j'ai vraiment ressenti de l'homophobie en fait. Et donc du coup je me suis dit faut que j'écrive une chanson parce que voilà. Donc il y a un logiciel que mon frère utilisait, j'ai décidé d'aller jouer dessus et tout, et j'ai fait une petite maquette et tout, et puis quand je suis rentré à Faber en septembre 2020, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Valentin et qui était dans ma classe, donc, et en fait il m'a dit qu'il faisait des prods et tout, et donc de fil en aiguille du coup on en est venu à faire l'instru pour ma chanson Rainbow Flag. Et ensuite cette année je me suis inscrit à des cours au conservatoire, donc je suis déjà en technique vocale et en théâtre, et j'ai décidé de prendre technique du son, donc j'ai pu enregistrer, mixer, masteriser ma chanson, et je l'ai mise sur les plateformes de streaming de musique et sur YouTube le 17 février, le jour de mes 17 ans. C'était il y a quelques jours tout juste. T'as jamais eu peur finalement du regard des autres? T'as toujours décidé de t'affirmer, de t'assumer? C'est ça, ouais, franchement, moi j'ai toujours eu de grandes idées et j'ai jamais... ma vie c'est moi qui l'a construit et je vais pas laisser... à partir du moment où j'empiète pas sur le terrain de vie des autres, il n'y a aucune raison que je les laisse empiéter sur ma vie. Et donc j'ai jamais fait attention et j'ai toujours encaissé les insultes et les moqueries, même si c'était compliqué, je vais pas mentir. Je me relève à chaque fois et il n'y a pas de raison. Tu étais aussi très proche de ton papa, il t'a épaulé, il t'a conseillé, il t'a aidé justement au moment d'écrire cette musique. C'est ça, en fait, quand la première version de la prod était toute faite, je lui avais chanté parce qu'on avait un petit studio à la maison, et donc à ce moment-là, il avait déjà un cancer, en fait, on a appris son diagnostic en janvier 2020. Et donc à ce moment-là, même s'il était plus totalement lucide, et même s'il était plus totalement lui-même finalement,
à chaque fois qu'on parlait musique, à chaque fois qu'il y avait de la musique, il revenait, il prenait le dessus sur cette maladie et il m'a donné des conseils et je me rappelle qu'il avait pleuré quand je l'ai fait écouter parce qu'il a trouvé très belle, très nostalgique cette chanson et quand il est décédé en juin 2021, je sais pas, j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que j'aboutisse et que je le rende fier en fait. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis dit je vais sortir cette chanson et je vais prouver à tous les gens qui m'ont toujours descendu toute ma vie qu'au final, voilà. C'était un rêve ce single que tu lui avais promis. Ouais. C'est aussi un single on peut dire un single pour lui rendre hommage. Oui, d'une certaine façon, oui. C'est même si ce dont parle la chanson, ça parle pas forcément de mon papa, ça parle plus du coup de comment moi je me vois et comment j'aimerais que les autres me voient par rapport à mon homosexualité. C'est quelque chose dans lequel mon père m'a toujours défendu. Il a jamais été très conservateur, jamais vieille école, il a jamais eu aucun souci avec ça. J'ai aussi mon plus grand frère qui est homosexuel et je me rappelle qu'une fois il m'avait dit, on discutait de ça avec ma mère et il m'avait dit de toute façon Mathéo, tu peux faire ce que tu veux, on sera jamais vraiment considérés comme étant des gens normaux. Et pourtant on arrive toujours à se relever de ça et on arrive toujours à contrer toutes les insultes et toutes les vagues de haine qu'on peut recevoir dans cette communauté ainsi que dans d'autres, hein. Et voilà, et oui, je voulais vraiment lui rendre hommage en sortant cette chanson qui l'avait vraiment touché au final. Tu vas pouvoir à nouveau lui rendre hommage sur ce plateau parce que dans un instant on va pouvoir t'écouter en live sur ce plateau. Et peut-être une dernière question parce que tu dis que la musique ça peut créer une forme d'enveloppement, raconte-nous. Ben moi quand j'écoute de la musique, surtout des musiques assez tristes, assez émotives, je mets mes écouteurs, je ferme les yeux, je me mets dans mon lit et juste je nage ou je vole dans ces nuages de paillettes et d'étoiles et je me sens bien. Et c'est à ce moment-là que je peux vraiment m'évader. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire de la musique et c'est aussi ce que j'essaie d'apporter dans l'instrumentation de la musique. C'est cette part de rêve, cette part de voler dans des nuages. C'est vraiment l'image que moi j'en ai et j'apprécie beaucoup discuter avec d'autres personnes de comment eux ils se visualisent quand ils sont dans cette espèce de transe où ils s'englobent. Parce qu'avec cette musique, du coup, j'espère que pour les gens qui l'écouteront, ils se sentiront, ils auront l'impression qu'ils pourront être eux-mêmes et pendant un court instant. Et ben nous, moi je te propose et je vous propose que nous aussi on va aller rêver, on va aller s'envoler. On va te laisser d'antenne dans quelques instants pour que tu nous interprètes ton premier single Rainbow Flag. Mais avant de clôturer cette émission, je vous remercie mes invités d'avoir été à mes côtés. Merci également à vous, chez vous, pour votre plus grande fidélité. Et on se retrouve dans 15 jours, le mardi 22 mars à 19h pour un 100% jeunesse spécial semaine de la presse. Et oui, on verra si la jeunesse s'intéresse encore à l'actualité. Réponse dans 15 jours. Tout de suite, c'est Mathéo en live sur ce plateau. I shouted all my emotions 'cause I dreamt to feel the feeling of being accepted the way I wanted to be. Instead I had to suffer from this injustice, because all I wanted was to live in peace. I can see all the colors flowing on me. Yes, I will accept it, I'm not ashamed of it. I just want to show my rainbow flag. They don't wanna see it, they don't wanna see it. I feel like my life has been taken. Loving is not a sin, loving is not a sin. I deserve my place in heaven. They don't understand it, they don't accept it. We both don't see that we suffer from something we didn't choose.